Je m'appelle Joshua, j'ai 32 ans, et c'est mon propre père qui a pointé une arme chargée directement sur la tête de ma fille de 4 ans, juste pour me forcer à signer et à renoncer à ma vie. Avant de vous raconter comment j'ai envoyé toute ma famille en prison et les ai dépouillés de tout ce qu'ils possédaient, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. L'air dans mon salon avait un goût de cuivre et de sucre de pâtisserie bon marché. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres avant, projetant de longues ombres paisibles sur le plancher, en total contraste avec le cauchemar absolu qui se déroulait dans ma maison. Mon père, Robert, se tenait pile au centre de mon tapis usé. Son costume sur mesure hors de prix jurait violemment avec les meubles modestes que ma femme et moi avions économisés pendant des années pour acheter. Sa main exactement la même qui m'avait appris à faire du vélo, celle qui tapotait mon épaule quand j'étais petit serrait un pistolet noir de gros calibre. Le canon était pressé contre la tempe de ma fille de 4 ans, Hazel. Hazel ne pleurait plus. Elle était complètement figée. Ses grands yeux terrifiés étaient rivés aux miens, implorant un secours que je ne pouvais pas lui apporter immédiatement. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait en saccades rapides et superficielles. Ses minuscules doigts serraient un dauphin en plastique bleu. Ses jointures étaient complètement blanches sous la tension. Elle ne comprenait pas ce qu'était cet objet métallique contre sa tête, mais elle ressentait la violence pure qui émanait de l'homme qui le tenait. Ma sœur Chloé se tenait juste derrière elle. Les doigts parfaitement manucurés de Chloé, scintillant de bagues en diamant hors de prix, étaient enfoncés profondément dans les petites épaules de Hazel. Elle maintenait ma petite fille complètement immobile pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Chloé arborait un sourire doux et malade, murmurant de fausses paroles apaisantes tout en agissant comme un étau humain. Elle ressemblait à un prédateur jouant avec sa proie, totalement détaché de l'horreur morale de ce qu'elle faisait. Signe ces papiers de près tout de suite, sinon. Rugit Robert. Les veines de son cou saillaient contre sa cravate en soie immaculée. Le volume assourdissant de sa voix faisait trembler les photos de famille encadrées sur les murs. Ses yeux étaient exorbités, injectés de sang et frénétiques. C'était un homme acculé dans un coin qu'il avait lui-même créé, prêt à sacrifier son propre sang pour sauver sa peau. Mon frère aîné, Carter, s'avança depuis sa position qui bloquait le couloir. Il me colla une épaisse liasse de documents juridiques contre la poitrine, le bord tranchant du papier raclant durement contre ma clavicule. Il me tendit un stylo plume en argent, les yeux fous et désespérés. Fais-le maintenant, Joshua. Arrête de jouer les losers dramatiques et signe ces foutus papiers. Ce n'est que du papier. Signe pour qu'on puisse partir. Je regardais au-delà de Carter vers ma mère, Diane. Elle était appuyée nonchalamment contre le comptoir de ma cuisine, juste à côté d'une boîte en carton blanc de cookies qu'elle avait apporté comme accessoire pathétique pour cette petite invasion domiciliaire. Elle n'était pas horrifiée. Elle ne suppliait pas pour la vie de sa petite fille. Elle ne criait pas à Robert de baisser son arme. Elle rit. Un son rauque et grinçant, totalement dépourvu d'humour. C'était le rire d'une femme qui se sentait entièrement justifiée dans sa cruauté. Ta vie ne signifie rien pour nous, ricana Diane, ses yeux balayant avec mépris ma tenue d'infirmier bleu délavé. Des déchets comme toi ne possèdent rien qui vaille la peine d'être gardé. Tu as toujours été le maillon faible de cette famille. La déception. Maintenant tu vas enfin faire ta part et te rendre utile pour une fois dans ta misérable vie. Mes mains tremblaient, mais pas de peur pour moi-même. Je ressentais une terreur primitive et dévorante pour mon enfant. Le genre de peur qui rétrécit votre champ de vision et glace votre sang. Je refusais de prendre le stylo que me tendait Carter. Je me jetais en avant, désespéré d'arracher Hazel de l'étreinte serrée de Chloé, de mettre mon propre corps entre l'arme de mon père et ma petite fille. Je me fichais de prendre une balle. J'avais juste besoin qu'elle soit loin d'eux. Lâche-la. Hurlai-je du plus profond de mes poumons. C'est alors que Carter me repoussa violemment par les épaules. Je trébuchai en arrière par-dessus la table basse en bois, mes jambes s'en mêlèrent, et je m'écrasai lourdement sur le plancher en chêne, le souffle coupé. Et puis je l'entendis. Bang! La détonation fut assourdissante. Une force physique qui chassa l'air de la pièce. Le son résonna dans les petites dimensions de ma maison de banlieue comme du verre brisé. Je sentis l'onde de choc dans mes dents. Hazel cessa de respirer. Son petit corps s'effondra simplement, glissant des mains de Chloé et tombant lourdement sur le tapis. Elle resta là, immobile. On t'avait prévenu que ça pouvait arriver,
cria Diane par-dessus le bourdonnement intense dans mes oreilles, s'avançant avec un doigt manucuré accusateur pointé droit sur mon visage. Tu nous as forcés dans ce coin. Tout ce qui arrive maintenant est de ta faute, Joshua. Tu as attiré ça sur ta propre maison. Je tombai à genoux, rampant frénétiquement vers Hazel, la terreur m'aveuglant tandis que je tendais les bras vers mon bébé. Mon esprit s'éteignit. Je ne pouvais plus former une pensée cohérente. Je levai les yeux vers les 4 personnes qui partageaient mon sang, les regardant avec une horreur absolue et sans mélange. Ils se tenaient debout dans mon salon, victorieux et fiers, convaincus d'avoir commis le crime parfait. Ils pensaient m'avoir enfin brisé. Ils pensaient que je n'avais plus d'option, nulle part où fuir, personne à appeler. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ma maison n'était plus simplement une maison. C'était une tombe high-tech que j'avais soigneusement creusée pour eux. Chaque mot, chaque menace, et cette détonation assourdissante venait d'être diffusée en direct. Pour bien comprendre comment un grand-père riche et respecté a pu pointer une arme chargée sur la tête de sa propre petite-fille à cause d'une pile de documents financiers, il faut remonter en arrière. Il faut examiner la pourriture sous le vernis coûteux de la famille Whitmore. Aux yeux du monde extérieur, ma famille était une sorte de royauté locale. Mon père, Robert, avait bâti de toutes pièces un immense empire de construction commerciale en 40 ans. C'était lui qu'on voyait serrer la main du maire dans le journal local. Il sponsorisait des tournois de golf caritatifs, organisait des galas somptueux pendant les fêtes et avait même donné son nom à une nouvelle aile de l'hôpital local. Mais derrière les imposantes grilles en fer forgé de notre vaste domaine, la dynamique familiale était une dictature toxique, et j'étais le paysan désigné. En grandissant, il y avait une hiérarchie stricte, implicite, et tout le monde connaissait sa place. Carter était l'enfant doré, le fils aîné préparé dès la naissance pour reprendre l'empire. On lui offrait tout sur un plateau d'argent, des voitures de sport neuves pour ses anniversaires, ses frais de scolarité dans une prestigieuse université Ivy League payée sans sourciller, et le jour même de sa remise de diplôme, malgré des notes à peine passables. Il fut promu vice-président des opérations. Il passait ses journées à donner des ordres à des hommes 2 fois plus âgés que lui et à dépenser l'argent de l'entreprise pour des déjeuners extravagants. Chloé était la princesse choyée, élevée dans un seul but, faire un bon mariage et étendre l'influence sociale de la famille. Elle accomplit sa mission en épousant Dylan, un banquier d'investissement riche et extrêmement performant. Son mariage coûta plus que ce que la plupart des gens gagnent en une décennie. Et puis il y avait moi, Joshua, l'enfant du milieu, la déception permanente. Je n'ai jamais été intéressé par les OPA, les portefeuilles d'actions ou les adhésions au country club. Je détestais les sourires faux et les conversations interminables sur l'accumulation de richesses. Je voulais aider les gens. Je voulais une vie qui ait un sens concret. Quand, à 18 ans, j'ai annoncé à mes parents que j'allais faire des études d'infirmier pour devenir infirmier pédiatrique, on aurait dit que j'avais commis une autre trahison contre le nom Whitmore. Je n'oublierai jamais le dîner de Thanksgiving juste après avoir obtenu ma licence officielle d'infirmier. La salle à manger sentait la dinde rôtie, le cabernet hors de prix et le ressentiment brûlant. Les verres en cristal brillaient sous l'énorme lustre. J'avais amené Emma, ma petite amie de l'époque, aujourd'hui ma femme. C'était une enseignante dévouée dans une école publique, une femme au cœur d'or et à la patience infinie. Ma mère, Diane, prit une gorgée lente et délibérée de son vin, toisa Emma de haut en bas comme si elle inspectait un meuble bon marché, puis soupira assez fort pour que toute la table l'entende. « Eh bien, Emma, je suppose que vous formez un couple parfait, » dit Diane, la voix dégoulinante de condescendance. Une enseignante et un infirmier homme, comme c'est pittoresque. Dis-moi, Joshua, comment comptes-tu survivre avec ce salaire pathétique? Ou attends-tu simplement un héritage qui n'arrivera jamais? Parce que, soyons clairs, nous ne subventionnons pas la médiocrité dans cette famille. Ma mâchoire se serra si fort que mes dents me firent mal. Je sentis la main chaude d'Emma glisser sous la table et presser mon genou, me suppliant silencieusement de ne pas mordre à l'hameçon. « On s'en sort très bien, maman, » répondis-je en gardant la voix rigoureusement neutre. « Nous aimons notre travail. Nous aidons les gens. » Robert ricana depuis la tête de la longue table, découpant la dinde avec des coups de couteau agressifs et tranchants. Du travail? Changer des bassins et essuyer des nez morveux, ce n'est pas du travail, Joshua. C'est du labeur subalterne. C'est ce qu'on embauche des gens pour faire. Carter vient de conclure un contrat de 10 millions en centre-ville aujourd'hui. Ça, c'est du vrai travail.
Toi, tu gâches ta vie et tu fais honte à cette famille. C'était le script habituel, épuisant. Il agitait constamment leur argent au-dessus de ma tête comme une arme, mais je n'ai jamais pris un seul centime d'eux. Emma et moi travaillions extrêmement dur. Nous avions payé nous-mêmes notre petite maison modeste de 3 chambres dans un quartier résidentiel calme. Nous roulions en voitures anciennes mais fiables. Nous découpions des coupons et budgétisions nos courses. Nous étions indépendants, et surtout, nous étions profondément heureux. Quand notre fille Hazel est née il y a 4 ans, j'ai stupidement laissé entrer une minuscule lueur d'espoir dans mon cœur. Je pensais qu'un nouveau petit enfant, une vie innocente, pourrait les attendrir. J'ai appelé mes parents directement depuis la salle d'accouchement, la voix tremblante de joie et d'épuisement. Diane répondit à la 3e sonnerie, l'air agacé. Joshua, je suis au salon. Fais vite. Maman, elle est là. Hazel est née. Elle est en parfaite santé. Elle est magnifique. Il y eut une longue pause glaciale à l'autre bout du fil. Oh, bien. Transmets mes félicitations à Emma. Je dois y aller. Ils sont prêts pour mes mèches. Clic. Ils ne sont pas venus à l'hôpital. Ils ne sont pas venus voir la chambre que nous avions peinte. 3 semaines après la naissance de Hazel, une carte de vœux banale achetée en magasin est arrivée par courrier. À l'intérieur, un billet de 20 € tout neuf et une courte note de l'écriture de Diane, achète quelque chose de joli pour le bébé. C'était une gifle dévastatrice. Quand Chloé a eu ses 2 enfants, Robert leur a immédiatement ouvert à chacun un fonds fiduciaire massif. Et Diane a pratiquement emménagé dans la demeure de Chloé pour jouer le rôle de la grand-mère parfaite et attentionnée devant tous ses amis fortunés. Mais Hazel? Hazel n'existait pas pour eux, parce que moi je ne comptais pas pour eux. J'ai fini par faire la paix avec ça. J'ai compris qu'on ne peut pas forcer les gens à vous aimer. Emma et moi avons construit un mur solide et impénétrable autour de notre petite famille. Hazel est devenue le centre absolu de notre univers. Elle a grandi en une petite fille lumineuse et rieuse qui adorait courir après les papillons dans le jardin, collectionner des coquillages dans un petit seau et croyait fermement que les dauphins étaient des créatures magiques. Nous avons immédiatement ouvert un fonds pour ses études universitaires, mettant de côté chaque euro supplémentaire que nous pouvions. Nous n'avions pas besoin de l'Empire Whitmore. Nous avions assez d'amour pour remplir 100 demeures. Pendant 3 ans, nous avons vécu dans une paix magnifique et totale. Les seuls contacts avec ma famille étaient de brefs appels téléphoniques incroyablement gênants lors des grandes fêtes, qui ne duraient jamais plus de 5 minutes. Je pensais sincèrement avoir réussi à m'échapper de cette toxicité. Je pensais que le pire qu'il pouvait me faire était de m'ignorer. J'avais tort. Complètement tort. Le cauchemar qui a failli me coûter tout a réellement commencé il y a 6 mois, un mardi soir pluvieux et misérable. Je venais de terminer une garde épuisante de 12 heures à l'hôpital pédiatrique. Nous avions eu un arrêt cardiaque l'après-midi et mes nerfs étaient à vif. J'étais exténué jusqu'aux os. Mes vêtements sentaient fortement l'antiseptique et le café de la cafétéria de l'hôpital. Tout ce que je voulais au monde, c'était embrasser ma magnifique femme et serrer ma fille dans mes bras. Quand j'ai tourné dans ma rue et garé dans l'allée, mon cœur s'est effondré dans mon estomac. Une berline de luxe noire et rutilante était garée juste devant la maison. J'ai reconnu immédiatement la plaque personnalisée. C'était la voiture de Robert. J'ai lentement franchi la porte d'entrée, l'estomac noué par l'appréhension. Robert était assis dans mon salon, totalement non invité, en train de boire un café qu'Emma lui avait nerveusement préparé. Il ne s'est pas levé pour me saluer. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il a simplement plongé la main dans sa mallette en cuir de marque et en a sorti une énorme pile de documents juridiques. « Assieds-toi, Joshua », ordonna-t-il avec cette voix tonitruante de PDG qui me faisait toujours me sentir comme un gamin impuissant de 10 ans. « Nous avons des affaires urgentes à discuter. »« Qu'est-ce que tu fais ici, papa ?»« Ça fait plus d'1 an que je ne t'ai vu, » demandai-je, refusant d'avancer vers le fauteuil. Il claqua la lourde pile de papier sur ma table basse. J'étends l'entreprise. Nous soumissionnons pour un énorme projet immobilier commercial en centre-ville. C'est un tournant majeur, mais la banque exige que tous les membres immédiats de la famille co-signent les formulaires de garantie pour répartir la matrice de responsabilité. Ce n'est qu'une formalité juridique. J'ai besoin de ta signature ici, ici et ici. J'ai avancé et regardé les documents. À la 2e page, les chiffres m'ont sauté au visage et m'ont frappé comme un coup de poing.
2,3 millions d'euros. Tu es fou, demandai-je, la voix montant dans l'incrédulité. Je suis infirmier pédiatrique, papa. J'ai un salaire modeste. Je n'ai pas 2 millions d'actifs. Je ne vais pas engager mon nom et l'avenir de ma famille sur ta dette d'entreprise. Les yeux de Robert se réduisirent en fente sombre. Le masque du businessman confiant et réussi glissa complètement, révélant quelque chose de sombre, laid et incroyablement désespéré en dessous. Tu dois à cette famille, Joshua. Chaque respiration que tu prends existe parce que j'ai mis un toit au-dessus de ta tête quand tu grandissais. Je t'ai nourri. Je t'ai habillé. Tu signeras ce document ce soir. Non, dis-je fermement, campant sur mes positions. Je ne signerai pas, sors de ma maison. Il se leva si vite que sa chaise racla bruyamment le sol. Il donna un coup de pied si violent dans ma table basse que ma tasse préférée en céramique vola en éclats sur le parquet. Petit ingrat de merde. Tu as 24 heures pour changer d'avis, sinon je te jure devant Dieu que je ruinerai ta pitoyable petite vie. Il sortit en trombe, claquant la porte d'entrée si fort qu'une photo encadrée de Hazel tomba du mur et que le verre se brisa. Ce soir-là, Emma et moi nous sommes assis en silence à la table de la cuisine, fixant la copie des documents qu'il avait laissés derrière lui dans sa colère. Emma, qui essayait toujours de voir le meilleur chez les gens, était incroyablement pâle. Joshua, quelque chose ne va pas du tout ici. Les grosses entreprises ne forcent pas leurs fils éloignés aux revenus moyens à co-signer des prêts de plusieurs millions à moins d'être complètement à court d'options. Le lendemain matin, j'ai pris une partie de nos économies et engagé un enquêteur financier indépendant. Je devais savoir exactement à quoi j'avais affaire. Il lui a fallu exactement 3 jours pour déterrer la vérité. Et c'était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Les 2,3 millions n'étaient pas du tout pour un projet d'expansion commerciale. C'était une histoire de couverture désespérée. Robert avait une addiction secrète et dévastatrice aux jeux qu'il cachait au public depuis plus d'une décennie. Il vidait l'entreprise familiale depuis des années, partant fréquemment, voyage d'affaires, pour des parties de poker privées à très gros enjeux offshore. Mais le vrai rebondissement terrifiant, il ne devait pas seulement de l'argent aux banques classiques. Il devait à Cameron, un opérateur impitoyable et violent profondément lié au milieu criminel. L'entreprise de construction était hypothéquée jusqu'au cou. Il n'y avait plus d'argent. Si Robert ne payait pas Cameron les 2 millions d'ici la fin du mois, il commencerait à casser des jambes ou pire. Et le plan maître de Robert était d'obtenir un énorme prêt bancaire frauduleux, d'utiliser mon historique de crédit impeccable et ma signature pour le faire passer auprès des souscripteurs, de rembourser les mafieux violents, et de me laisser avec la dette quand la banque saisirait inévitablement. Il essayait activement de massacrer financièrement son propre fils pour sauver sa peau. Je n'ai pas simplement appelé pour dire non. Je suis allé voir un avocat et j'ai envoyé une lettre officielle de mise en demeure certifiée, ordonnant à la famille Whitmore de cesser tout contact avec moi et ma femme. C'est exactement à ce moment que la famille Whitmore a décidé de partir en guerre. Quand une famille toxique réalise qu'elle ne peut plus vous contrôler, elle essaie de contrôler la façon dont les autres vous perçoivent. Et si cela échoue, elle essaie de vous détruire physiquement et émotionnellement. La riposte a commencé le lendemain même. Mon téléphone sonnait sans arrêt. C'était Diane. Quand j'ai enfin répondu, espérant lui dire de me laisser tranquille, sa voix était un hurlement strident et perçant qui fit littéralement sonner mon tympan. « Comment oses-tu envoyer une lettre d'avocat à ton propre père » hurla-t-elle, complètement déchaînée. « Espèce d'égoïste arrogant et minable. Ton père est sous une énorme pression financière en ce moment, et tu lui tournes le dos. Si tu ne signes pas ces papiers immédiatement, tu es mort pour moi. Tu entends ? Mort. J'ai été mort pour toi depuis 30 ans, maman, répondis-je froidement avant de raccrocher. J'ai bloqué son numéro immédiatement. 2 jours plus tard, l'escalade vraiment dangereuse commença. J'étais au milieu d'une matinée chargée à l'hôpital, en train de vérifier soigneusement une voie veineuse centrale sur une petite patiente leucémique de 7 ans très fragile. Soudain, j'entendis un énorme vacarme dans le couloir principal. Je sortis de la chambre et vis mon frère Carter repousser violemment 2 agents de sécurité de l'hôpital. Son visage était rouge écarlate de rage, sa veste de costume froissée. Le voilà, hurla Carter à plein poumon, pointant un doigt rigide directement sur moi devant mes collègues choqués, le personnel infirmier et les familles de patients terrifiés. C'est lui. Il vole de forts antidouleurs dans l'armoire à pharmacie. Mon frère est un junkie. Vous devez le tester immédiatement.
Tout le couloir pédiatrique devint mortellement silencieux. Mon sang se glaça. Il ne criait pas simplement. Il essayait activement de détruire ma licence médicale. Il essayait de m'enlever la capacité de nourrir ma fille et de payer mon hypothèque. Avant que Carter ne puisse cracher un autre mensonge, Julian, le directeur de l'hôpital, sortit de son bureau d'angle. Julian était un ancien médecin militaire de traumatologie, très respecté, sans concession, qui connaissait parfaitement mon éthique de travail. Il s'approcha de Carter, le regardant avec un dégoût total et non dissimulé. « Monsieur, » dit Julian d'une voix calme mais portant une autorité immense, « je dirige personnellement des tests toxicologiques aléatoires et complets sur tout mon personnel chaque mois. Le dossier de l'infirmier Joshua est totalement vierge. Vous êtes sur une propriété privée et vous causez une grave perturbation publique dans un service pédiatrique. Sécurité. Évacuez cet homme de mon hôpital immédiatement. S'il résiste, appelez la police et portez plainte. » Carter me lança un regard de pure haine tandis que les agents costauds lui saisissaient les bras et l'entraînaient. « Ce n'est pas fini, Joshua. Tu vas payer pour ça. On va te détruire, » cracha-t-il alors qu'on le traînait vers les ascenseurs. J'étais tremblant d'adrénaline pure. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils réalisèrent que j'étais protégé au travail, alors ils s'en prirent à ma femme. Chloé décida de cibler Emma. Emma travaillait dans une école élémentaire très prestigieuse et compétitive. Un matin, la directrice appela Emma dans son bureau principal. Des emails anonymes très détaillés avaient été envoyés pendant la nuit au conseil d'administration de l'école, affirmant qu'Emma était émotionnellement instable, sujette à des explosions de violence physique. Et insinuant fortement qu'elle faisait actuellement l'objet d'une enquête des services de protection de l'enfance concernant des questions de garde pour Hazel. Emma rentra cet après-midi-là en larmes absolues, les mains tremblantes en tenant les impressions des emails. L'administration de l'école savait qu'elle était une enseignante exceptionnelle et aimante et ne la licencia pas, mais le protocole exigeait qu'il documente formellement les allégations dans son dossier permanent. Chloé essayait activement de ruiner la carrière et la réputation de ma femme. Ils essaient de nous briser, sanglota Emma, assise au bord de notre lit, serrant contre sa poitrine une photo encadrée de Hazel. Ils veulent nous presser si fort de tous les côtés qu'on finisse par abandonner et signer les papiers pour que ça s'arrête. Je ne les laisserai jamais te faire du mal. Je ne les laisserai jamais gagner, promis-je en la serrant fort dans mes bras. Ma colère initiale n'était plus seulement défensive. Elle se transformait rapidement en quelque chose de froid, tranchant et hautement calculé. Le climax terrifiant de leur harcèlement arriva exactement une semaine plus tard. J'avais terminé une garde tardive épuisante et sorti dans le parking en béton de l'hôpital. La structure était incroyablement sombre, les néons clignotants, le béton résonnant bruyamment sous mes pas solitaires. En approchant de ma fidèle berline de 10 ans, mon cœur sombra profondément. Les 4 pneus étaient sauvagement crevés. Le caoutchouc épais lacéré en lambeaux. Mais ce n'était pas le pire. Sur la portière côté conducteur, en grosses lettres rouges néon dégoulinantes, était écrit « Signe où des accidents arrivent ». Je restais là, dans le garage glacial. L'odeur chimique forte de la peinture aérosol fraîche me brûlait le nez. Il ne menaçait plus seulement mon score de crédit ou mon emploi. Il menaçait ma vie réelle. Il menaçait la sécurité physique de ma famille. Je sortis mon téléphone d'une main tremblante et appelai Emma. « Prépare un sac tout de suite, » dis-je, la voix étrangement calme malgré la panique dans ma poitrine. « Prends Hazel et va chez tes parents, 2 villes plus loin. Ne dis à personne où tu vas. Ne poste rien sur les réseaux sociaux. » Joshua, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait, paniqua-t-elle, entendant le ton de ma voix. Fais-le, chérie. Je t'expliquerai plus tard. Je t'aime. Je raccrochai et fixai la peinture rouge dégoulinante. Ma famille pensait que j'étais une mauviette. Ils pensaient que parce que j'avais choisi une vie de soins et de guérison, je manquais totalement de l'instinct de tueur des hommes Whitmore. Ils avaient cruellement confondu ma gentillesse et ma patience avec de la faiblesse. Je n'allais pas simplement déposer une plainte standard pour vandalisme qui finirait sur le bureau d'un détective et n'irait nulle part. Je n'allais pas me cacher dans la peur pour le reste de ma vie. S'ils voulaient une guerre, j'allais leur offrir un massacre absolu. Joshua, ta famille est incroyablement désespérée, dit Véronica, s'adossant dans son fauteuil en cuir. Les gens désespérés avec d'énormes dettes envers la mafia ne suivent pas les règles normales d'une société civilisée.
Un simple papier comme une ordonnance de restriction n'est qu'un léger désagrément pour eux. Ça ne les arrêtera pas. Elle se pencha en avant, joignant les mains. Si nous voulons protéger ta fille, sauver la carrière de ta femme et mettre ces gens en prison très longtemps, nous ne pouvons pas seulement jouer en défense. Il faut les piéger. Nous avons besoin de preuves irréfutables, haute définition, admissibles, qu'ils commettent un crime majeur et incontestable. Nous devons les laisser se pendre avec leur propre arrogance. Comment fait-on ça, demandai-je, la mâchoire serrée de détermination. On attend qu'ils viennent à toi, dit-elle doucement, un sourire prédateur se formant. Et on s'assure qu'il y ait des yeux et des oreilles partout quand ils le feront. Véronica passa un appel et me mit en relation avec Aaron, un ancien officier de renseignement militaire hautement spécialisé qui dirigeait maintenant une firme de sécurité privée d'élite. Aaron ne s'embêtait pas avec des alarmes domestiques grand public. Il transforma ma modeste maison de banlieue en une forteresse de surveillance high-tech. En 2 jours intenses, pendant qu'Emma et Hazel restaient en sécurité chez mes beaux-parents, Aaron câbla toute la propriété. Il travailla méthodiquement. Il installa de minuscules caméras Pinhole directement dans les détecteurs de fumée du couloir, dans les bouches d'aération du salon, et complètement cachés derrière les livres les plus épais de ma bibliothèque. Il plaça des micros haute sensibilité haute fidélité dans la base du lustre de la cuisine. Il cousit même soigneusement un minuscule micro audio profond dans la couture du dauphin en peluche préféré de Hazel. Tout le système est câblé vers un serveur cloud sécurisé et chiffré géré par mon équipe, expliqua Aaron en me montrant le flux en direct sur une tablette spécialisée. La vidéo était d'une clarté cristalline stupéfiante, capturant chaque coin du salon en résolution 4K. Même s'il découvre les caméras et les fracasse physiquement, les images sont déjà uploadées et sauvegardées en temps réel. Ils ne peuvent pas détruire les preuves. Enfin, Aaron plongea la main dans son sac technique et me tendit un lourd pendentif en argent sur un cordon en cuir épais. Ça ressemblait exactement à un bijou masculin générique. Porte ça tout le temps, ordonna-t-il, le ton très sérieux. Il y a une lentille grand angle cachée pile au centre du métal. Elle se connecte directement via une liaison de données cellulaires, mais surtout, elle a une fonction panique intégrée. Il nous faut un mot de sécurité, une phrase spécifique que tu ne dirais jamais naturellement dans une conversation normale. Dès l'instant où tu la prononces, mon équipe de surveillance enverra immédiatement une équipe de police lourdement armée directement à ton emplacement, en court-circuitant la file d'attente standard du 911. Ils seront en train d'enfoncer ta porte en moins de 4 minutes. Je fis rouler le pendentif froid dans ma paume, sentant le poids de ce que j'allais faire. Assistance d'urgence, dis-je fermement. C'est fait. Aaron hocha la tête et tapa la phrase dans son système portable. Pendant la semaine suivante, atrocement longue, je vécus en état d'hypervigilance constant. Emma et Hazel finirent par rentrer à la maison, mais je ne baissai jamais ma garde une seule seconde. Chaque fois qu'une voiture passait un peu trop lentement devant la maison, les poils de mes bras se dressaient. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur cognait violemment contre mes côtes. Je ne dormais presque plus. J'étais en train d'appâter activement un piège pour des monstres, et ces monstres portaient les visages de mes propres parents et frères et sœurs. Je savais que je devais les faire sortir. Je m'arrangeais pour laisser tomber négligemment un indice auprès d'une connaissance commune bavarde. Emma allait partir pour un séminaire éducatif d'un week-end hors de l'État, me laissant seul à la maison avec Hazel toute la journée. Je savais avec certitude que l'information reviendrait rapidement aux oreilles de Diane. Il verrait ça comme un moment de vulnérabilité extrême. Un homme seul avec son jeune enfant, le moment idéal pour appliquer une pression terrifiante maximale. J'avais raison. C'était un samedi après-midi tranquille. Hazel était assise joyeusement sur le tapis du salon, construisant une haute tour avec ses blocs colorés. J'étais dans la cuisine, faisant semblant de lire un journal médical, mais mes yeux ne cessaient de jeter des regards nerveux vers la fenêtre avant. À exactement 14h15, un gros SUV noir s'engagea agressivement dans mon allée, heurtant durement le bord du trottoir en béton. Je sentis une sueur froide et paralysante perler sur ma nuque. Je levai la main et touchai le pendentif en argent caché sous ma chemise. Les portières s'ouvrirent simultanément. Tous les 4 descendirent. Robert portant sa lourde mallette en cuir. Diane tenant cette ridicule boîte de pâtisserie. Carter faisant craquer ses phalanges comme un voyou. Et Chloé ajustant ses lunettes de soleil de marqueur de prix. Ils remontèrent mon allée en file indienne, comme une escouade d'exécution d'entreprise. La sonnette retentit.
Ça ne sonnait pas comme un carillon. Ça sonnait comme un glas funèbre. Je pris une profonde inspiration tremblante, forçant la colère à submerger complètement la peur dans mes veines. Je marchai jusqu'à la porte d'entrée, tournai le verrou et ouvris. Le piège était officiellement déclenché. « Bonjour, Joshua », dit Robert froidement, me poussant pour entrer sans attendre d'invitation. Les autres le suivirent comme une meute de loups. Carter se posta immédiatement à droite, bloquant physiquement la porte d'entrée, croisant ses bras épais sur sa poitrine pour m'enfermer à l'intérieur. Diane marcha droit vers la cuisine, posa la boîte de pâtisserie sur le comptoir avec un claquement sonore, regardant autour de ma maison propre avec un dégoût narquois absolu. Chloé s'avança directement dans le salon, ses yeux acérés se verrouillant instantanément sur Hazel au sol. « Salut, ma chérie », roucoula Chloé, la voix dégoulinante de sucre toxique et faux. Elle s'agenouilla juste à côté de ma fille. Hazel se recroquevilla instinctivement, ses petites mains serrant fort un bloc en bois. Chloé tendit les bras et agrippa fermement les épaules de Hazel, la clouant physiquement sur place sur le tapis. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demandai-je, reculant lentement pour garder les quatre dans mon champ de vision, m'assurant que le pendentif caméra les capture tous. Robert posa sa mallette en cuir sur la table basse. Clac. Clac. Il ouvrit les fermoirs dorés. Il plongea la main à l'intérieur et sortit l'épaisse pile de papier de prêt. « Ça se termine aujourd'hui, Joshua », dit Robert, sa voix tombant dans un registre mortellement calme qui me terrifia plus que ses cris. « Je n'ai plus de temps. Toi non plus. Nous ne quitterons pas cette maison tant que tu n'auras pas signé ces papiers. »« Je t'ai dit que je ne le ferai pas », répondis-je en gardant la voix forte et stable, m'assurant que les récepteurs audio cachés au plafond captent chaque syllabe clairement. « Cette dette est la tienne. Tu l'as jouée aux cartes et aux dettes mafieuses. Je ne vais pas rendre ma famille sans abri pour payer tes erreurs criminelles. » Diane laissa échapper ce rire rauque et terrible depuis la cuisine. « Ta dette aussi, mon chéri. Tu nous dois tout. La nourriture que tu mangeais enfant, les vêtements sur ton dos. Ta vie ne signifie rien pour nous. Des déchets comme toi ne possèdent rien qui vaille la peine d'être gardé. Signe ou je te jure qu'on prendra Hazel et qu'on laissera les services sociaux s'occuper de toi. Vous n'avez aucun droit d'être dans ma maison, les avertis-je, fixant Robert droit dans les yeux. Sortez. Le visage de Robert se tordit en un masque de fureur démente pure. Il plongea la main dans sa veste de costume sur mesure. Quand sa main ressortit, la lumière du salon fit briller le métal froid et sombre d'un pistolet lourd. Mon cœur cogna si fort contre mon sternum que ça me fit physiquement mal. L'air disparut instantanément de la pièce. « Voilà comment ça va se passer », dit Robert en armant la culasse avec un claquement métallique sec. Une balle réelle était chambrée. Ce n'était pas un accessoire pour m'effrayer. « Tu vas t'asseoir à cette table, signer chaque page où j'ai mis un post-it, et ensuite on partira comme une grande famille heureuse. » Je plongeai la main dans ma poche, faisant semblant d'attraper mon téléphone. « J'appelle la police tout de suite. » Carter bondit en avant, incroyablement rapide pour sa taille. Il gifla violemment le téléphone hors de ma main. Il glissa sur le parquet et disparut loin sous le canapé, hors de portée. Carter me colla les papiers de près contre la poitrine. « Fais-le maintenant, Joshua. Arrête de jouer les losers dramatiques et signe ces foutus papiers. C'est juste une affaire de famille. » Diane sourit depuis la cuisine, les yeux brillants de pure malveillance. « On gère nos problèmes en interne. On l'a toujours fait. » Je regardai Hazel. Elle tremblait violemment, fixant avec choc pure l'arme dans la main de son grand-père. Elle laissa échapper un petit gémissement déchirant. « Lâche-la, Chloé », exigeai-je, faisant un pas lourd en avant. Carter me repoussa violemment, manquant de me faire tomber. Robert ne se contenta pas de pointer l'arme sur moi. Il avança, réduisant la distance entre lui et ma petite fille. Il baissa le bras. Il pressa le canon de l'arme chargée directement contre la tempe de Hazel. Hazel se figea instantanément. Ses pleurs cessèrent. « Signe les papiers de prêt tout de suite, sinon, » rugit Robert, postillonnant. Chaque instinct protecteur de mon corps hurlait de l'attaquer, de lui arracher la gorge à main nue. Mais je savais que si je bougeais agressivement, il pourrait appuyer sur la gâchette par panique. Je devais jouer la carte. Je devais mettre fin à tout ça. Je regardai droit dans l'objectif caché du pendentif sur ma poitrine.
Assistance d'urgence, dis-je fort et clairement, en articulant chaque syllabe. Robert ricana, l'air confus. Qu'est-ce que tu bredouilles? Signe ce papier. Je ne te laisserai pas détruire son avenir, dis-je, gagnant du temps. Mes yeux étaient verrouillés sur le canon contre la tête de ma fille. Je comptais les secondes atroces dans ma tête. 1, 2, 3. On t'avait prévenu que ça pouvait arriver, cria Diane, s'impatientant et se mettant en colère. Le doigt de Robert se crispa visiblement sur la gâchette. C'est ta dernière chance, Joshua. Je n'attrapais pas le stylo. Je plongeais. Je projetais tout mon poids en avant, visant à plaquer Robert loin de ma fille, me sacrifiant. Bang. L'arme partit. L'éclair vif du canon illumina la pièce. Le son fut explosif, déchirant le silence comme une bombe. Du plâtre tomba en pluie du plafond au-dessus de nous. Hazel s'effondra au sol. Non, hurlai-je, tombant à genoux. Je passai frénétiquement mes mains sur sa tête, son dos, cherchant une blessure. Elle pleurait, hurlait de terreur pure, mais il n'y avait pas de sang. Robert avait tressailli quand je m'étais jeté sur lui. Il avait tiré au jugé dans le plafond. Avant que Robert ne puisse abaisser à nouveau l'arme fumante. L'avant de ma maison explosa vers l'intérieur. La lourde porte d'entrée en bois ne s'ouvrit pas simplement. Elle fut arrachée de ses gonds par un énorme bélier en acier. Les vitres éclatèrent vers l'extérieur dans le jardin. Police. Lâchez l'arme. Lâchez-la maintenant. À terre. Une vague terrifiante d'équipements tactiques noirs inonda mon salon. Il y avait au moins une douzaine d'officiers du SWAT lourdement armés, fusils levés. De multiples points laser rouges peignaient la poitrine de Robert. Robert se figea complètement, l'arme fumante toujours en main, la bouche ouverte dans un choc paralysé total. J'ai dit lâcher, rugit l'officier Matthew, chef d'équipe, visant la tête de Robert. L'arme tomba bruyamment sur le parquet. Matthew plaqua Robert incroyablement fort, écrasant le vieil homme face contre le sol, lui tordant les bras dans le dos. Carter leva les mains en l'air, hurlant d'une voix aiguë paniquée, mais 2 officiers le saisirent, balayèrent ses jambes et le plaquèrent durement. Chloé lâcha Hazel et recula contre le mur, hurlant hystériquement tandis qu'une officière lui passait brutalement les menottes dans le dos. Diane n'eut même pas le temps de courir. On la poussa face contre le comptoir de la cuisine, les menottes en acier claquant autour de ses poignets. Je soulevai Hazel dans mes bras, la serrant contre ma poitrine si fort que je crus pouvoir la briser. J'enfouis mon visage dans ses cheveux, sanglotant sans contrôle. Elle était en sécurité. Elle était vivante. Une fois la pièce complètement sécurisée, Matthew releva Robert sur les genoux. Le nez de Robert saignait abondamment, tachant mon tapis. Il regarda autour de lui sauvagement, essayant de retrouver son autorité. C'est une erreur, cria Robert, son arrogance revenant miraculeusement. C'est la maison de mon fils. On avait juste un désaccord familial. Il m'a attaqué. Je me défendais. Diane enchaîna, versant de fausses larmes désespérées. Officier, mon fils est fou. Il a essayé de nous faire du mal. C'est un menteur. Je me levai, tenant Hazel solidement sur ma hanche. Je marchai jusqu'à me tenir juste au-dessus de mon père. Je regardais le pathétique, brisé, saignant, agenouillé sur mon sol. Je levai la main et tapotai le pendentif en argent sur ma poitrine. Puis je pointai le détecteur de fumée au-dessus de nous, puis la bibliothèque. Tu crois que tu es malin, papa, dis-je, ma voix résonnant froidement dans le silence soudain de la pièce. Tu crois que tu peux entrer chez moi, pointer une arme sur la tête de mon enfant, et t'en sortir en mentant. Robert suivit mon doigt, ses yeux s'écarquillant comme des soucoupes quand la réalisation commença lentement à poindre. Tu ne m'as pas seulement menacé, murmurai-je en me penchant incroyablement près pour qu'il voie le dégoût absolu brûlant dans mes yeux. Tu as joué devant un public. Chaque mot que tu as prononcé, chaque menace que tu as faite, ce coup de feu ce n'était pas seulement enregistré. C'était diffusé en direct au département de police sur un flux cloud sécurisé. Ils t'ont entendu la menacer. Ils t'ont vu appuyer sur la gâchette. Tu ne rentreras pas dans ta demeure, Robert. Tu vas crever en cage. Toute couleur quitta complètement le visage de Robert. Le puissant et terrifiant PDG s'effondra sur lui-même, soudain ressemblant à un très vieil, très faible, très stupide vieillard.
Diane cessa instantanément de pleurer. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Carter commença à hyperventiler sur le sol, réalisant que sa vie privilégiée et riche était totalement terminée. « Sortez ces ordures de ma maison », dis-je à l'officier Matthew. Ce fut le moment où tout changea, quand je repris enfin le contrôle de ma vie. Merci d'avoir eu la patience d'arriver jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Aidez-moi en likant la vidéo et en laissant un commentaire avec le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous êtes resté avec moi jusqu'au bout. Ça aidera non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais aussi à me montrer que mes expériences ont du sens pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour que je continue à partager le reste de ce parcours. L'immédiat après un ouragan est toujours un calme étrange et inquiétant. Les lumières rouges et bleues clignotantes d'une demi-douzaine de voitures de police baignaient ma rue résidentielle tranquille d'une lueur chaotique et rythmée. Les voisins s'étaient répandus sur leur pelouse avant, debout dans un silence stupéfait, bouche bée, tandis que la riche famille Whitmore était paradée hors de ma maison menottée. Je me tenais sur mon porche, serrant une couverture chaude autour de Hazel. Elle avait enfin arrêté de pleurer et reposait maintenant lourdement sa tête sur mon épaule, complètement épuisée par la terreur pure du traumatisme. Je regardais Carter être traîné en premier. Le garçon doré, le vice-président intouchable des opérations, sanglotait si fort qu'il ne pouvait même pas marcher droit. En passant sous la lumière du porche, je remarquai une large tache sombre et humide se répandant rapidement sur le devant de son pantalon kaki hors de prix. Il s'était littéralement pissé dessus de peur. Il ne leva même pas les yeux vers moi tandis que les officiers lui baissaient la tête et le poussaient à l'arrière d'une voiture de patrouille. Chloé fut sortie ensuite. Elle se débattait contre les officiers, hurlant à plein poumon sur ses droits, exigeant son avocat, exigeant d'appeler Dylan pour qu'il lance immédiatement un plan de protection de garde pour ses propres enfants. L'officier femme lui baissa simplement et fermement la tête et la força dans la voiture, claquant lourdement la portière sur ses hurlements. Diane était une toute autre histoire. Tandis qu'on la faisait lentement descendre l'allée, elle verrouilla ses yeux désespérés aux miens. La méchanceté, la supériorité, le rire froid tout avait disparu, remplacé par une supplication pathétique et désespérée. « Joshua, Joshua, s'il te plaît » supplia-t-elle, des larmes de mascara noir épaisse ruinant son maquillage coûteux, coulant sur ses joues. « Nous sommes ta famille. Je suis ta mère. Tu ne peux pas les laisser me faire ça. Dis-leur que c'était un malentendu. Dis-leur qu'on plaisantait. » Je ne dis pas un seul mot. Je ne clignais même pas des yeux. Je lui tournai simplement le dos et rentrai dans ma maison brisée. J'entendis son gémissement de désespoir déchirant avant que la portière de la voiture de police ne claque, la coupant net. Robert fut le tout dernier à être sorti. Il était complètement silencieux. Il ne se débattit pas. La réalité écrasante du piège étanche que j'avais construit pour lui avait écrasé tout combat qui lui restait. Il paraissait totalement vidé. Un fantôme de l'homme qui était entré chez moi 20 minutes plus tôt. 10 minutes plus tard, des pneus crissèrent violemment dans mon allée. Emma avait conduit comme une folle depuis le séminaire dès l'instant où l'équipe de sécurité d'Aaron l'avait alertée de l'intrusion. Elle se précipita par la porte d'entrée fracassée, laissant tomber son sac par terre sans s'en soucier. Joshua. Hazel. Je la rencontrai dans le couloir. Nous nous effondrâmes l'un contre l'autre, un enchevêtrement désespéré de bras et de larmes. Emma embrassa les joues de Hazel, son front, la vérifiant partout pour des blessures, pleurant des larmes de soulagement absolu et écrasant. « Ils sont partis, chérie » murmurai-je dans ses cheveux, la serrant fort. « C'est fini. On les a eus. Ils ne pourront plus jamais nous faire de mal. » Véronica, mon avocate, arriva peu après que les techniciens de scène de crime commencèrent à prendre des photos détaillées du trou de balle dans mon plafond et à mettre le douille sous scellé. Elle paraissait incroyablement calme et professionnelle au milieu du chaos total. Elle s'approcha de nous, me tendant un gobelet en carton d'eau. « Je viens de visionner les images brutes de sécurité avec le procureur, » dit Véronica, un sourire net et hautement satisfait aux lèvres. « Joshua, c'est un véritable chef-d'œuvre de preuve criminelle. L'audio est impeccable. La vidéo est irréfutable. Nous avons Robert proférant explicitement une menace avec une arme mortelle. Nous avons Diane agissant en tant que complice et incitant à la violence. Nous avons Chloé retenant une mineure et Carter commettant une agression physique. C'est du tout cuit. Ils sont enterrés. Est-ce qu'ils obtiendront une libération sous caution ? Demanda Emma,
la voix légèrement tremblante. Pour tentative de meurtre, enlèvement et coercition armée en présence d'une mineure? Véronica ricana bruyamment. Aucune chance en enfer. Ils vont rester dans une cellule de la prison du comté jusqu'à leur procès. Et croyez-moi, l'accusation va pousser pour les peines maximales absolues permises par la loi de l'État. Je regardais autour de mon salon. La fine poussière blanche de plâtre retombait encore sur la table basse où les papiers de prêt frauduleux gisaient abandonnés. La porte d'entrée était du bois éclaté. La maison était cassée, physiquement endommagée par la violence de mes parents de sang. Mais en regardant Emma tenant Hazel, je ne me sentais pas brisé. Pour la première fois en 32 ans de vie, je me sentais complètement, indéniablement libre. La famille Whitmore avait passé toute ma vie à essayer de me convaincre que j'étais faible. Ils m'avaient poussé, moqué, menacé financièrement, et finalement ils avaient essayé de sacrifier ma fille innocente sur l'autel de leur propre avidité. Ils pensaient vraiment être les prédateurs suprêmes. Ils avaient tort. Je les ai simplement laissés marcher volontairement dans la cage avant de verrouiller la porte derrière eux. Les 8 mois atroces menant au procès pénal furent comme retenir son souffle sous l'eau. Quand on finit enfin par tenir tête à ces abuseurs de toujours, le monde ne se répare pas magiquement du jour au lendemain. Il y a un long processus épuisant, émotionnellement harassant, de démêler sa vie de la leur. Mes parents, désespérés d'éviter la prison, liquidèrent tous les actifs qu'ils purent pour engager une petite armée des avocats de la défense les plus chers de l'État. Leur équipe juridique tenta toutes les combines sales et sournoises du livre pour faire rejeter les images de surveillance du tribunal. Ils arguèrent avec véhémence que, ma maison étant une résidence privée, les enregistrer sans leur consentement écrit explicite violait les lois de l'État sur l'écoute clandestine. Mais mon avocate, Véronica, était prête. Elle prouva magistralement au juge que, puisqu'ils avaient forcé violemment l'entrée de ma maison pour commettre une coercition armée et une tentative de meurtre, toute attente raisonnable de vie privée était immédiatement perdue. Le juge jeta un seul regard aux motions initiales et ferma complètement la défense. La vidéo était entièrement admissible. Chaque image dévastatrice. Quand le procès commença enfin à l'automne, l'atmosphère dans la salle d'audience était étouffante de tension. Je m'assis à la table de l'accusation dans un costume simple et propre, les mains serrées fort pour arrêter leur tremblement. Emma était assise juste derrière moi dans la galerie bondée. Sa présence était une encre chaude et stable. Je regardais les huissiers faire entrer ma famille dans la salle. C'était une vision profondément choquante. La puissante famille Whitmore avait été complètement dépouillée de son armure dorée. Robert ne portait plus ses costumes italiens sur mesure en soie. Il noyait dans une combinaison de prison du comté orange trop grande et délavée. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient devenus complètement blancs, et la posture arrogante du PDG fortuné avait totalement disparu. Il traîna les pieds jusqu'à son siège, fixant fermement le sol. Diane paraissait encore pire. Sans ses rendez-vous hebdomadaires au salon, ses teintures, ses soins de peau coûteux, elle avait vieilli de 10 ans en 8 mois. Son visage était émacié, ses yeux creux, lançant des regards nerveux autour de la salle. Carter, le garçon doré habitué aux louanges imméritées et à la gratification instantanée, paraissait physiquement malade. Il ne cessait de tressaillir, sa jambe rebondissant rapidement sous la table de la défense. Chloé fixait simplement devant elle, le visage bouffi et rouge d'avoir pleuré sans arrêt. Le procès ne fut pas un mystère juridique long et compliqué. Ce fut une exécution publique. L'accusation n'eut pas besoin de tisser un récit compliqué et confus pour le jury. Ils installèrent simplement un énorme moniteur de télévision juste devant le box du jury, tamisèrent les lumières de la salle, et lancèrent la lecture. Pendant les 20 minutes suivantes, un silence glacial absolu tomba sur la salle, seulement brisé par l'audio haute définition de ma propre famille se détruisant elle-même. Le jury vit Robert enfoncer ma porte d'entrée. Ils virent Diane poser la boîte de pâtisserie et ricaner sur ma maison. Ils virent Carter me pousser violemment au sol. Ils entendirent Diane rire et appeler son propre fils « déchet ». Et puis vint le moment qui fit visiblement halter 3 jurés et se couvrir la bouche d'horreur. L'écran montra Robert sortant le pistolet de sa veste. Il montra Robert s'approcher de ma fille de 4 ans. Il montra Robert pressant le canon d'acier froid contre sa petite tempe. L'audio de haute qualité captura le gémissement terrifié de Hazel. La voix sinistre de Chloé lui disant de rester immobile. Et Robert hurlant son ultimatum. Puis le coup de feu, l'éclair vif du canon, ma fille s'effondrant au sol.
Quand la vidéo se termina et que les lumières revinrent, on aurait pu entendre une épingle tomber dans cette salle d'audience. Je regardais la table de la défense. Les avocats hors de prix de Robert fixaient leur bloc-notes, refusant de croiser le regard du jury ou du juge. On ne contre-interroge pas une vidéo. On ne manipule pas un enregistrement haute définition. Mais l'accusation n'en avait pas fini. Ils étaient déterminés à saler la terre. Ils ne voulaient pas seulement prouver une tentative de meurtre. Ils voulaient exposer le cœur pourri de l'Empire Whitmore pour prouver le mobile. La première onde de choc majeur frappa la salle au 3e jour. L'accusation appela un témoin surprise. Les lourdes portes en bois à l'arrière de la salle s'ouvrirent et Dylan entra. Dylan était le mari de Chloé, le riche banquier d'investissement que mes parents adoraient absolument. La tête de Chloé se releva brusquement quand elle le vit. Elle se mit à chuchoter frénétiquement à son avocat, une panique pure envahissant son visage. Dylan marcha avec assurance jusqu'au box des témoins, posa sa main sur la Bible et jura de dire la vérité. Il ne regarda pas une seule fois sa femme. « Monsieur Hay », commença le procureur. « Pouvez-vous décrire votre relation actuelle avec l'accusée, Chloé Whitmore ?»« Nous sommes actuellement séparés, » dit Dylan, la voix froide et clinique. « J'ai déposé une demande de divorce il y a 3 mois, et je poursuis activement la garde exclusive et totale de nos 2 enfants. » Chloé laissa échapper un sanglot étranglé, enfouissant son visage dans ses mains. Dylan témoigna qu'après avoir vu les images de sécurité collectées par la police, il avait réalisé que la femme qu'il avait épousée était un monstre. Il dit au jury que Chloé était rentrée à la maison la semaine avant l'invasion et s'était vantée de la façon dont ils allaient, presser Joshua jusqu'à ce qu'il craque. Il confirma que toute la famille savait pour les énormes dettes de jeu de Robert envers le milieu criminel. Elle m'a dit que sacrifier l'avenir financier de Joshua était le seul moyen de protéger son propre héritage, témoigna Dylan, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Elle était prête à laisser sa propre nièce être traumatisée, ou pire, juste pour ne pas perdre son adhésion au country club et son fonds fiduciaire. Je ne peux pas, en bonne conscience, permettre à une femme capable de pointer une arme sur la tête d'un enfant d'avoir la moindre part dans l'éducation de mes propres enfants. Ce fut un coup dévastateur. Dylan avait complètement détruit toute défense de Chloé sur le fait qu'elle était une participante involontaire. Il livra à l'accusation le mobile exact emballé dans un joli nœud. Mais le plus gros rebondissement du procès fut réservé à Carter. L'avocat de Carter arguait que Carter n'avait fait qu'obéir aux ordres de son père par peur. Il prétendait que Carter était un fils dévoué, le vice-président travailleur de l'entreprise familiale de construction, et qu'il m'avait seulement poussé par une loyauté familiale mal placée. L'accusation appela un expert comptable judiciaire à la barre. Cet homme avait passé les 6 derniers mois à fouiller les actifs gelés de la Whitmore Construction Company. Pouvez-vous expliquer au jury pourquoi l'entreprise de Robert Whitmore était dans une situation financière si désespérée, en dehors de ses dettes de jeu, demanda le procureur. L'expert ajusta ses lunettes. Oui. Tandis que Robert Whitmore détournait des fonds pour payer ses dettes illicites, son fils, Carter Whitmore, saignait activement l'entreprise de l'intérieur. Au cours des 5 dernières années depuis sa promotion imméritée au poste de vice-président, Carter a systématiquement détourné plus de 4 millions d'euros. Toute la salle d'audience éclata en murmures bruyants. La tête de Robert pivota violemment vers Carter. Le père regarda son garçon doré avec un mélange de choc profond et de haine pure et non diluée. Carter a créé de faux comptes fournisseurs, expliqua calmement l'expert au jury stupéfait. Il approuvait de fausses factures pour des matériaux de construction qui n'existaient jamais, détournant l'argent directement vers des comptes offshore à son nom. Le jeu de Robert a mis l'entreprise en danger. Mais le vol massif de Carter est ce qui l'a poussé à la faillite terminale. Robert avait besoin du prêt de 2,3 millions de Joshua pour payer son bookmaker. Mais il ne réalisait pas que les comptes de l'entreprise étaient déjà vides parce que son propre fils avait tout volé. Je regardais ma famille imploser la même, à la table de la défense. Robert se jeta réellement sur Carter, ses mains cherchant désespérément la gorge de son fils, hurlant des obscénités. Les huissiers durent plaquer physiquement Robert et le traîner agressivement jusqu'à sa chaise. Carter pleurait ouvertement, enfouissant sa tête dans ses bras. Diane resta figée, réalisant que sa famille parfaite et riche n'était rien d'autre qu'une fragile maison de cartes bâtie sur des mensonges, du vol et du sang. Le jury délibéra moins de 4 heures. Quand le porte-parole lut les verdicts, je sentis un énorme poids physique se soulever de ma poitrine, un poids dont je ne savais même pas qu'il était là. Coupable.
Coupable sur tous les chefs d'accusation. L'audience de condamnation eut lieu 2 semaines plus tard. La juge, une femme sévère à tolérance zéro pour la violence contre les enfants, regarda ma famille avec un dégoût absolu et non filtré. En 30 ans sur ce banc, j'ai rarement vu un étalage d'avidité et de dépravation comparable à celui-ci, déclara la juge, sa voix résonnant comme une cloche. Vous avez considéré votre propre fils non comme un être humain, mais comme un actif financier à exploiter. Vous avez terrorisé une famille paisible. Et vous, Robert Whitmore, vous avez pointé une arme chargée sur la tête d'une innocente fillette de 4 ans. Vous êtes un danger pour la société et une honte pour le concept même de famille. Le marteau tomba avec une finalité terrifiante. Robert fut condamné à 23 ans dans une prison d'État de haute sécurité. Compte tenu de son âge avancé, c'était en pratique une condamnation à mort. Il quitterait cette prison dans un cercueil en pin. Diane reçut 18 ans pour son rôle dans la conspiration, son encouragement à la violence et la mise en danger criminelle d'un enfant. La juge souligna clairement que son rire pendant l'agression démontrait un manque psychopathique sévère d'empathie humaine. Carter, le garçon doré qui pensait que le monde lui devait tout, fut condamné à 7 ans pour agression, enlèvement et sa part dans la coercition. Les accusations de détournement furent traitées dans un procès fédéral séparé, qui finit par ajouter une autre décennie à sa peine. Chloé accepta un accord de plaidoyer après que le témoignage dévastateur de Dylan eut détruit son dossier. Elle reçut 5 ans pour mise en danger d'enfants et conspiration. Dylan obtint la garde complète de leurs enfants. Chloé perdit tout ce qu'elle valorisait. Les poursuites civiles suivirent, car j'avais minutieusement documenté le harcèlement, le vandalisme et la détresse émotionnelle grave infligée à ma famille. Véronica déposa une énorme plainte contre leur patrimoine restant. Les tribunaux nous donnèrent entièrement raison. Mes parents furent dépouillés de quasiment tous les actifs qu'ils possédaient pour payer les dommages et intérêts. Le vaste domaine où j'avais grandi en me sentant comme un étranger fut vendu aux enchères publiques. L'entreprise de construction fut liquidée pour payer les créanciers légitimes et les énormes frais juridiques. Il ne restait aucun héritage pour personne. Rien que la ruine totale. Quand nous sortîmes du palais de justice le dernier jour, le soleil vif de l'après-midi me parut plus chaud que dans mon souvenir. Emma tenait ma main très fort. Nous ne fêtâmes pas. Il n'y a aucune joie à regarder ses parents de sang se détruire eux-mêmes. Mais il y avait une paix profonde. L'orage était enfin terminé. 3 ans se sont écoulés depuis cet après-midi sombre dans notre salon. Le processus de guérison n'a pas été instantané. Hazel a eu besoin d'une thérapie par le jeu intensive pour traiter le traumatisme sévère. Pendant les premiers mois, elle faisait d'horribles cauchemars. Elle se réveillait en hurlant dans le noir, terrifiée que, l'homme bruyant, soit dans son placard. Emma et moi avons passé d'innombrables nuits à dormir par terre à côté de son lit, tenant sa petite main, la rassurant que les monstres étaient enfermés dans des cages et ne pourraient plus jamais lui faire de mal. Mais les enfants sont incroyablement résilients. Avec le temps, un amour immense et une aide professionnelle, les ombres sombres dans son esprit ont commencé à reculer. Elle a recommencé à dessiner des papillons colorés et des dauphins. Son rire lumineux, qui avait été étouffé par un coup de feu, est revenu remplir notre maison. Nous n'avons pas resté dans cette maison. Elle portait trop de fantômes sombres. Emma et moi avons vendu la propriété, fait nos valises et déménagé 3 états plus loin, dans une belle ville côtière ensoleillée. Nous voulions un nouveau départ, un endroit où le nom Whitmore ne signifiait absolument rien pour personne. J'ai trouvé un merveilleux emploi dans une clinique pédiatrique locale, travaillant avec une équipe de médecins qui respectent profondément mon dévouement. Emma a été rapidement embauchée dans une excellente école élémentaire. Nos salaires combinés nous permettent largement une vie confortable et belle. Nous avons acheté une nouvelle maison avec un grand jardin, une balançoire en bois et une vue sur l'océan. Nous avons redémarré le fonds universitaire de Hazel, assurant que son avenir est lumineux et totalement sécurisé. Hazel a maintenant 7 ans. Elle s'épanouit en 2e année. Elle est obsédée par la biologie marine et passe ses week-ends à nous traîner, Emma et moi, à l'aquarium local. C'est une petite fille heureuse et confiante qui sait qu'elle est férocement aimée et protégée. Elle se souvient vaguement des « mauvaises personnes » qui sont parties, mais les bords tranchants du souvenir se sont émoussés en une histoire lointaine. Parfois, le passé essaie de tendre la main. Tous les quelques mois, une lettre arrive dans notre boîte aux lettres avec l'adresse de retour du département des corrections. Elles viennent généralement de Diane, suppliant pour le pardon,
se plaignant de la nourriture terrible de la prison et de sa codétenue, demandant si elle peut juste parler à Hazel au téléphone pendant 5 minutes. Parfois une lettre vient de Robert, exigeant que je contacte son nouvel avocat en appel pour rétracter mon témoignage. Je ne les ouvre pas. Je marche directement jusqu'au destructeur de documents dans mon bureau, insère les enveloppes non ouvertes dans la machine et écoute le son hautement satisfaisant de leurs mots toxiques réduits en confetti. Ils sont morts pour moi. Cette partie de ma vie est un chapitre définitivement clos. Le jour où ils sont allés en prison fut essentiellement un enterrement sans cercueil, un deuil pour des parents que je n'ai jamais vraiment eu au départ. J'ai appris une vérité profonde à travers ce cauchemar terrifiant. Le sang ne fait pas une famille. Le sang vous rend simplement apparenté génétiquement. La vraie famille se construit sur le respect, la loyauté et l'amour inconditionnel. La famille, c'est Emma qui me tient ensemble quand je sens que je m'effondre. La famille, c'est Hazel qui me fait confiance pour la protéger des monstres. La famille, ce sont les amis et voisins dans notre nouvelle ville qui viennent au barbecue dans le jardin et au spectacle scolaire. J'ai choisi ma famille, et la famille que j'ai choisie est magnifique. Parfois tard le soir, quand la maison est complètement silencieuse, je vais dans la chambre de Hazel. Je reste près de la porte et écoute le son doux et rythmé de sa respiration. Je regarde son petit visage détendu dans un sommeil paisible, entouré de ses peluches. Je me souviens du froid de la terreur de ce pistolet. Je me souviens de l'odeur de la poudre qui me brûlait le nez. Mais ensuite je me souviens du sentiment de tenir tête au monstre. Je me souviens du regard sur le visage de mon père quand il a réalisé que son empire de peur s'effondrait complètement. J'ai protégé mon enfant. J'ai riposté et nous avons survécu. C'est l'héritage que je transmets à ma fille. Pas un héritage de richesse transmise ou de titres corporatifs, mais un héritage d'immense force. Elle grandira en sachant que son père mettrait le monde en pièces pour la garder en sécurité. Elle saura que personne, peu importe combien d'argent ils ont ou quel sang coule dans leurs veines, n'a le droit de l'abuser. Nous sommes en sécurité. Nous sommes heureux. Et nous sommes libres. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce parcours. Ce n'est pas facile de revisiter les moments les plus sombres de sa vie. Mais je partage cela parce que je sais qu'il y a quelqu'un dehors qui écoute et qui se sent piégé. Quelqu'un qui est manipulé par les personnes mêmes qui sont censées le protéger. Voici la leçon éducative, la vérité centrale que je veux que vous reteniez de mon histoire. Les membres toxiques d'une famille comptent énormément sur votre silence et votre sentiment ancré d'obligation. Ils utilisent votre culpabilité comme une arme pour vous contrôler. Mais vous ne devez rien à vos abuseurs. Vous ne leur devez ni votre stabilité financière, ni votre santé mentale, ni la sécurité de vos enfants, juste parce que vous partagez un code génétique. Fixer des limites strictes n'est pas un acte de trahison. C'est un acte de survie absolue. Si quelqu'un vous montre à plusieurs reprises qu'il est prêt à détruire votre vie pour son propre bénéfice, croyez-le la première fois. Documentez tout. Protégez-vous légalement et n'ayez pas peur de partir. La chose la plus courageuse que vous puissiez jamais faire est de briser le cycle des abus et de choisir votre propre paix. J'adorerais entendre vos réflexions. Quelle a été votre leçon ou votre takeaway préféré de mon histoire? Comment gérez-vous les relations toxiques dans votre propre vie? Partagez vos pensées en commentaire ci-dessous, ou simplement écrivez le mot bien pour que je sache que vous appréciez les leçons que cette histoire apporte. Votre engagement signifie énormément pour moi et aide à diffuser ce message à d'autres qui pourraient en avoir désespérément besoin. Restez en sécurité, protégez votre paix, et à bientôt dans la prochaine.